C'est la suite du petit-déj de l'actu dans le Grand Matin Sud Radio. On reçoit Jean Sibilla, qui est doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Oui, bonjour. Bonjour Jean Sibilla. Bonjour. Oui, parce qu'il y a une interrogation et une petite inquiétude de certains autour du variant Delta, qui représente de 2 à 4% des cas de Covid-19 en France. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter d'abord, Jean Sibilla ? S'en inquiéter, je n'aime plus ce terme, il faut être prudent, quoi. Je pense qu'il faut être prudent, on a des arguments, deux arguments. On sait qu'il est plus contagieux, 50% plus contagieux que le variant anglais, qui était lui-même déjà 50% plus contagieux que le variant classique. Et le deuxième élément, qui est très factuel, c'est qu'on voit qu'en Angleterre, où ce variant Delta indien représente plus de 75% maintenant des infections, ça reprend, la progression de la maladie reprend. Mais, Patrick, il y a toujours un mais, et c'est un mais optimiste. Premier point, les vaccins sont efficaces, voire très efficaces, contre ce variant. Et deuxième chose, la progression de variant ne veut pas dire des formes graves. Donc aujourd'hui, on voit progresser la maladie, c'est un point. Donc c'est un réservoir viral, mais pas forcément une explosion de maladies graves, donc d'hospitalisation. Donc c'est pour ça qu'il y a du pour et du contre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plus de contamination, il y en a beaucoup moins, évidemment, que ces derniers mois, de contamination d'une façon générale, mais quand c'est avec ce variant, c'est multiplié par 2, par 3, quoi. Déjà, multiplié par 2, par 3 par rapport au Britannique. Le Britannique qui, lui aussi, déjà se multipliait, en fait, beaucoup plus, quoi. Exactement. Et on voit, c'est très intéressant, on voit que plus un variant est contagieux, plus il remplace le précédent. Et c'est exactement ce qu'on voit en Angleterre. Le variant dit anglais a quasiment disparu d'Angleterre, il est remplacé par ce variant indien, qui n'a d'indien que son origine, hein, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec l'origine géographique, c'est simplement sa caractéristique. Mais comment peut-on faire pour le limiter sur sa propagation ? Parce que, évidemment, aujourd'hui, le baromètre est au beau fixe, globalement, un peu sur tout le territoire, mais pour éviter qu'il n'y ait une reprise de la contamination via ce variant. Alors, il y a deux mesures. C'est très clair aujourd'hui. On a quand même, en 1 an et demi, on a affiné nos connaissances et notre stratégie. Première chose très claire, il faut vacciner, continuer à vacciner et convaincre les derniers sceptiques, j'allais dire, à se faire vacciner. Là, je crois que c'est à peu près clair, même très clair. Tous les vaccins, en particulier les vaccins ARN messagers, sont très efficaces contre ce variant. Donc ça, c'est un point majeur. Si on atteint même si certains disent, oh là là, mais il y a parfois des réactions difficiles avec cette vaccination ARN, où il peut y avoir des effets secondaires. Il y a des effets secondaires, il faut le dire, il faut l'affirmer. On les connaît aujourd'hui, ils sont tracés. Ça fait partie de la vaccination, mais globalement, il reste extrêmement rare. Et ce vaccin est protecteur, presque totalement protecteur des formes graves. La deuxième stratégie, Patrick, là aussi il faut le rappeler, quand le virus commence à circuler très faiblement sur le territoire, ce qui est le cas chez nous, la stratégie de dépister, isoler, redevient extrêmement pertinente. Donc je crois que là, il faut resserrer les choses, resserrer un peu les dépistages. C'est ce qui a été fait dans le Grand Est, chez nous à Strasbourg, quand on a détecté ce cluster de variants indiens. On a immédiatement identifié les 40 cas contacts, on les a isolés, on a pratiqué un dépistage. Donc la technique de dépister, isoler, elle est fondamentale à ce stade-là. Et c'est comme ça qu'on éradiquera les clusters. Oui. Est-ce qu'il y a des profils plus que d'autres qui sont susceptibles d'attraper ce virus ? Alors c'est une excellente question. A priori, non. A priori, non. On n'a pas d'éléments pour le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que le virus circule pas mal dans les populations plus jeunes. Alors pour différentes raisons. Parce qu'il est plus contagieux, donc de fait. Et aussi aujourd'hui parce que la libération très légitime fait qu'il y a plus de fêtes, il y a plus de rencontres, etc. Donc la circulation va se faire de façon différente dans les populations. Ça circule probablement un peu plus dans les populations jeunes, mais ça n'est pas une affaire individuelle. Vous voyez, de personnalité de chacun qui serait plus susceptible de recevoir le virus ou pas. Ouais. À propos de population jeune, depuis hier, on peut vacciner les ados, les 12-17 ans. Les parents sont assez partagés et mitigés. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, Jean Sibilla ? C'est très compliqué comme réponse. C'est très difficile parce que moi-même j'ai un ado qui m'a demandé, papa, est-ce qu'il faut que je me vaccine? Donc vous voyez, je me suis posé la question en famille, j'allais dire. J'ai bien lu le rapport du Comité national d'éthique qui s'est prononcé sur la vaccination des 12 à 17. Il reste prudent, mais il affirme une chose qui est juste, c'est que le bénéfice
personnel de ces ados est faible, parce qu'ils font peu de formes graves, mais je rappellerai quand même que 1% des formes graves hospitalisées sont des enfants de moins de 18 ans, malgré tout. Rappelons ça, mais il rappelle aussi qu'il y a un vrai bénéfice à vacciner la population, parce que les ados et les enfants ont payé une note très chère, psychologique, une note pédagogique dans leur vie quotidienne, et que vacciner permettra d'envisager la rentrée plus sereinement. Donc il y a peu d'intérêt personnel. Souvent on dit oui, finalement il faut vacciner les jeunes. Grosso modo, c'est pour protéger un peu les adultes, quoi. C'est pour protéger le collectif, oui. Ouais. Mais il ne faut pas faire porter aux jeunes la responsabilité de dire si tu te vaccines pas, on protège pas la population. Il faut chercher le consentement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fiston. Je lui explique, j'essaie de lui expliquer, il me pose des questions. Il faut les convaincre aussi. Ils sont respectés, ces petits, et il faut les convaincre avec notre assentiment d'aller se faire vacciner. Donc, mon fiston ira se faire vacciner. Je crois que c'est bien pour notre population et c'est bien pour que la rentrée soit sereine. Même chez Jean Sibilia, vous voyez, Judith, il y a eu débat sur est-ce qu'il faut vacciner ces ados 12-17 ans. C'est vrai que c'est une question un peu délicate et il faut en parler tranquillement en famille. Et puis évidemment aussi demander son avis à son enfant. À son enfant, est-ce qu'il a envie de se faire vacciner ou pas? Ça commence par lui, à son ado. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, vous, votre ado, Jean Sibilia? Il m'a dit papa, je t'écoute, papa, je te crois. Donc, voyez, vous avez de la chance, c'est rare. Je suis fier de lui, mais plus sérieusement, effectivement, il faut leur expliquer. Il y a un point aussi très intéressant. Il faut leur expliquer les risques de la vaccination. C'est pas seulement leur dire vas-y, fais-le, c'est bien pour tout le monde. Il faut leur dire aussi qu'il y a un risque. Oui, bien sûr. Et je crois qu'il faut être vraiment très clair et qu'il y a aussi un risque que cette stratégie vaccinale puisse être en échec, parce que vous le savez très bien, si on n'atteint pas 75 à 90% d'unité collective, on aura toujours des variants qui circuleront à l'automne. Donc il ne faut pas qu'ils se sentent déçus de cet échec-là. Ils auront participé à la vaccination, même s'il y a un échec partiel à l'automne, ils auront quand même participé. Donc il faut bien leur expliquer tous ces éléments. Merci Jean Sibilia.